Bonsoir à tous. Oui, donc Sylvain Pénaud, je suis un des fondateurs de Vercor, donc je vais vous parler à l'instant. Euh, une expérience dans l'industrie, grand groupe et start-up. Avant Vercor, j'ai commencé à travailler dans une société qui s'appelle Thales. Et ensuite, j'ai rejoint d'ailleurs Grenoble pour une autre aventure start-up dans les années 2004. Et puis chez Schneider, dans l'activité innovation, où j'avais déjà, je crois d'ailleurs, participé à des événements OSE au titre de Schneider. Et Vercor, donc une jeune PME industrielle, dont je vais vous parler un peu, qu'on a créée avec 5 autres associés, il n'y a pas encore tout à fait 4 ans. Alors, on parle de mobilité électrique. Alors, il y a plusieurs façons de voir le sujet véhicule électrique. Alors moi, je l'aborde d'une certaine façon. Alors, je ne suis pas très objectif, mais moi, je roule en électrique depuis 11 ans. Donc, c'est déjà super sympa à conduire, en fait, un véhicule électrique. Donc, il y a déjà une expérience utilisateur assez sympathique. Moi, je ne sais plus ce que c'est que les mains qui sentent le pétrole quand on va à la station-service depuis 11 ans. Alors, il y a un effet corollaire à ça, c'est que je ne sais pas non plus ce que sont les garages, parce qu'il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de maintenance. Après, la question est pourquoi on a créé Vercor. C'est pour répondre à la fois à la demande du marché, en très forte croissance. Alors, à l'époque, quand on a commencé à imaginer Vercor, c'était dans les années fin 2018-2019. On était encore loin de la révolution qui est venue quelques années après. Et l'objectif est d'avoir effectivement, quitte à faire des véhicules propres, autant aussi faire les batteries de manière propre, entre guillemets, ou avec une énergie décarbonée. Donc là, sur la courbe, on voit en fait, lorsqu'on prend l'ensemble des cycles de vie d'un véhicule par rapport à un véhicule thermique. Alors, par rapport à un véhicule thermique, vous avez à rajouter évidemment l'aspect production de la batterie. Mais si vous roulez ensuite dans un pays qui vous offre une énergie décarbonée, comme la France ou la Suède, c'est clair que rouler en véhicule électrique en Pologne, c'est pas tout à fait la même chose. On a un ratio 3, voire plus, entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. D'où l'objectif de mettre l'accent, et depuis l'Europe a même réglementé ça, puisque on n'aura plus de véhicules, enfin l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035. Alors de quelle manière on a abordé le sujet Vercor a l'ambition de faire les batteries les plus bas carbone au monde. Alors j'y reviendrai plus tard. Pas seulement avec le choix de l'énergie décarbonée verte française, mais ça en fait partie, et notamment en intégrant dès le départ la notion de recyclage. J'ai pas d'autres exemples, il y en a peut-être, mais j'en ai pas trouvé, de nouvelles filières industrielles, puisque cette filière industrielle n'existe pas en France ni en Europe, de la création d'une nouvelle filière industrielle où on intègre dès le départ la notion d'économie circulaire. Je crois que c'est assez novateur. Et on a, nous, à la fois le recyclage des rebuts, bon, même si l'usine de Vercors sera évidemment la meilleure au monde, donc il y aura très peu de scrap. Mais néanmoins, quand on fait des gigawatts, on va faire des giga scrap. Donc il y a cette notion de recyclage des rebuts, mais aussi des recyclages des batteries en fin de vie. Ce qui fait qu'on parle très sérieusement aujourd'hui, et d'ailleurs à Dunkerque où nous sommes, et j'expliquerai pourquoi on a choisi Dunkerque, deux projets vont démarrer sur le recyclage. C'est qu'en 2030-2032, 50% des matériaux qui vont rentrer dans l'usine de Vercors vont provenir du recyclage et ne vont pas provenir des mines comme c'est le cas aujourd'hui. L'autre élément différenciateur, c'est sans doute les cellules les plus performantes au monde, parce que le premier client stratégique et partenaire de Vercors, c'est Renault. Alors plus exactement, la filiale Alpine. Donc Alpine va devenir la marque premium de Renault, comme DS pour Citroën par exemple, ou Lexus pour Toyota. Et Alpine aura une gamme de 6 véhicules 100% électriques. Donc il faut vite acheter la 110 là, parce que ça va devenir collector. Et la première Alpine, c'est un SUV crossover qui va être faite avec les batteries Vercor. Donc là, on a
des challenges sur les performances techniques. Il n'y a pas seulement l'autonomie, il y a le fait d'avoir une résistance très faible pour en fait avoir des temps de recharge très rapides. Donc, on va sûrement avoir des records avec cette cellule. Et puis des durées de vie importantes avec plus de 2500 cycles sur ce composant-là. L'autre élément qui est toujours dans notre quotidien, on a démarré et on a créé Verkor le 29 juillet 2020. Et depuis, c'est une course contre la montre. En très peu de temps, on a créé une équipe, j'en parlerai après. Mais on a mis seulement 1 an à passer des specs initiales aux réglementations automobiles, et ce qu'on appelle le Simple A, donc le WARD qu'a mis Renault, c'est-à-dire que Renault a validé, a tamponné le fait que le produit conçu par Verkor correspondait à leurs spécifications, et qu'il s'agissait ensuite simplement d'industrialiser ce produit, simplement, mais de passer en volume. Et on va mettre 2 ans pour arriver à cette étape, puisqu'on va commencer à livrer Alpine, Renault. Enfin, le groupe s'appelle Ampère maintenant, le groupe 100% électrique de Renault, l'année prochaine, en septembre 2025. Et puis un point très important, mais Yann en parlera sûrement après un peu, mais sur la partie sécurisation de la supply chain, c'est-à-dire qu'on a agi aussi pour créer ce qu'on commence à appeler la vallée de la batterie en Hauts-de-France. Les autres éléments différenciateurs, c'est que, en fait, quand on a démarré, contrairement à ce qu'on peut penser, au départ, nous, l'innovation, elle n'est pas dans la chimie. Depuis le départ, on dit que le lithium-ion, qui a été inventé il y a un certain temps déjà, est bien maîtrisé industriellement, et les acteurs économiques, les acteurs fabricants d'automobiles ont besoin d'une solution industrielle en volume. Donc, alors, on a notre division produit, on a embauché de très bonnes compétences, donc on fait notre produit, et il y a des recettes de cuisine et des brevets sur le produit, mais on n'a pas fait de disruption sur la chimie, et on n'en fera pas pour de nombreuses années. Où on a beaucoup innové, c'est qu'on a démarré toute une activité sur la partie digitale, dans ce qu'on appelle l'industrie 5.0, pour en fait avoir une usine qui a les meilleures performances en termes de rendement de fabrication et qui est capable d'être compétitive en termes de fabrication et de coûts, parce que les constructeurs automobiles, même si vous fabriquez ces produits en France, ils ne sont pas prêts à les payer 2 fois plus cher. Donc là, il y a eu une grosse activité, une grosse compétence interne, c'est-à-dire que l'équipe digitale de Verkor, elle est aussi importante en nombre que l'équipe produit qui conçoit des batteries. Et il y a de fortes connexions entre cette équipe et les autres équipes technologiques de Verkor sur les aspects de modèles, de simulation et de pouvoir anticiper aussi les problématiques de process. Je vais passer rapidement, parce qu'on en reparle après. On a travaillé beaucoup sur un mode de partenariat. On vient, entre le démarrage de Verkor en juillet 2020, à démarrer avec une structure européenne qui s'appelle InnoEnergy. Et on a des cousins suédois, entre guillemets, qui s'appellent Northvolt, qui ont démarré 3 ans et demi avant nous. Et Northvolt, qui a été le premier, pour le coup, à démarrer en Europe, a voulu se verticaliser sur beaucoup de sujets. Donc, ils ont voulu tout aborder en même temps. Nous, on a choisi de se focaliser sur notre métier de fabrication de cellules et de modules, et on s'est entouré de partenaires de la chaîne amont à la chaîne aval. Et puis, un autre élément qui est hyper important, c'est que c'est, comme je le disais, une filière nouvelle qui n'existe pas en France et en Europe. Donc, il n'y a pas de formation adaptée. On va embaucher, moi je vais embaucher à Dunkerque, parce que je suis le patron de Dunkerque aujourd'hui. On va embaucher à terme 1200 personnes, dont 800 opérateurs et techniciens. Donc il faut anticiper, et on a donc créé une école de la batterie à Grenoble. Alors ce n'est pas une école au sens d'un bâtiment, on a fédéré les acteurs académiques du bac -8 à bac +3 ou l'inverse, pour en fait avoir l'ensemble des compétences de l'opérateur à l'ingénieur dans ces domaines-là. Alors, ce qui a fait qu'au bout de moins d'1 an, on a convaincu le groupe Renault,
puisque j'ai expliqué qu'on est parti en juillet 2020 à 6, et puis avec les premiers investisseurs que sont le groupe InnoEnergie français, européen, pardon, Schneider Electric et le groupe IDEC, qui est un groupe français de promotion, on était parti pour une étude de faisabilité et répondre à 3 questions. Avec quel techno on part? Où est-ce qu'on s'installe? Et quel sera le off-taker de Verkor? C'est-à-dire quel sera le constructeur automobile qui va nous acheter des batteries avant qu'on en ait fabriqué? Et on a répondu à ces 3 questions en 11 mois. La techno, en fait, on voulait aller très très vite, donc on était prêt même au départ à acheter la licence. Vous savez que cette technologie est maîtrisée par l'Asie aujourd'hui, donc c'est soit Japon, Corée, Chine. Et on était prêt à aller très vite en faisant ça. Avec les compétences qu'on a embauchées, on a très vite vu qu'on pouvait faire le produit nous-mêmes. Donc cette première question, on a répondu très vite. La deuxième, j'y reviendrai après, pourquoi, où est-ce qu'on a choisi de faire la Giga. Et puis l'off-taker, c'est Renault, et en 11 mois, puisqu'on a fait le deal avec Renault en juin 2021, et notamment grâce à ce qu'on a sur le slide, dans une partie, c'est grâce à l'équipe en fait, et grâce aux compétences qu'on a fait venir du monde entier. Et Verkor, c'est une société française, mais on a 42 nationalités différentes aujourd'hui, et on a fait venir les meilleurs japonais, coréens, américains, malaisiens, etc., qui pour certains et pour pas mal en fait ont déjà eu l'expérience. Et Samuel Kim, qui est notre patron process manufacturing par exemple, il a fait 7 gigafactories dans sa vie déjà. Donc en fait, je caricature souvent en disant que Verkor a 1200 jours d'existence, mais on a 1200 ans d'expérience cumulée sur la fabrication de batteries en volume. Quand on voit les compétences là. Kenichi, mon ami Kenichi-san, monsieur japonais adorable, il a commencé à faire des batteries pour Sony quand Sony faisait les téléphones portables. Ça fait 37 ans qu'il est dans le métier, il a tout vu, toutes les chimies, tous les formats. Et c'est quelqu'un d'une humilité qui est incroyable. Et quand on met des ingénieurs des mines ou d'ailleurs français avec la tête bien faite, en binôme avec des gens d'expérience comme ça, je peux vous dire qu'on monte en compétences très très vite. L'aspect partenariat. Donc comme je le disais tout à l'heure, on s'est focalisé nous sur la partie électrode et cellules. Je reviendrai sur la batterie, il y a 3 parties. Il y a la cellule, l'élément cœur, d'où le Verkor. Il y a le module, qui est un premier assemblage mécanique. On met une dizaine ou une vingtaine de cellules dans un module. C'est ça qu'on fabrique et qu'on va fabriquer à Dunkerque. Et on livre ce module à Renault qui va assembler 10 modules, par exemple, sur un pack batterie, un bloc en aluminium, pour faire le pack batterie final avec toute la partie connexion, software. Et ça, c'est le domaine réservé des constructeurs d'automobiles, puisqu'il y a une forte interaction avec le véhicule lui-même. On a un certain nombre de partenaires et de logos qui sont sur ce slide. Ça ne veut pas dire qu'on travaille forcément avec eux. C'est des gens qui nous ont accompagnés, qui ont investi dans Verkor, comme Sibanye-Stillwater, par exemple, Africain du Sud. Mais par contre, on fait une grande distinction entre les gens qui ont investi dans Verkor et puis les partenaires qu'on choisit, les fournisseurs qu'on choisit, où là, on fait des appels d'offres et la compétition est valable pour tout le monde pour faire le choix de nos fournisseurs. Pardon. Et sur les matériaux, on a énormément de fournisseurs, évidemment, pour faire cette technologie. Alors, on a démarré à Grenoble, et le premier objet industriel que l'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle le VIC, le Verkor Innovation Center, donc qui est un centre assez original parce que c'est une ligne pilote. Alors, il y a une structure R&D, c'est une ligne pilote, donc c'est cet outil-là qui nous a permis de faire les cellules, parce que bon, même si on a fait le deal avec Renault sans cellules au début, en 2021, il fallait quand même qu'on fournisse Renault, donc c'est cet outil qui nous a servi à ça. C'est une ligne pilote qui est capable de produire en fait un bon volume, pratiquement 150 MWh, qui nous sert d'outil aussi d'innovation pour tester les innovations digitales et process. Ça nous sert aussi pour toute la partie formation, alors pas seulement la formation des cellules, mais la formation des femmes et des hommes. C'est un outil très très important. Et ce qui est un peu original, c'est que cet outil est aussi aux qualités automobiles, parce que le temps que la Gigafactory de Dunkerque soit opérationnelle, Renault a besoin de cellules, parce qu'on est nominé, on a un vrai client, entre guillemets,
Et Renault doit commercialiser l'Alpine, la première Alpine, l'année prochaine. Donc il lui faut en quantité importante des cellules aux qualités standards requises pour pouvoir faire les premiers tests et commencer la commercialisation en petits cercles au début, comme c'est leur programme. Là, vous avez quelques exemples de machines et d'équipements. Alors ça, c'est encore le trou qu'on a dans la raquette en Europe. On est quelques-uns à vouloir fabriquer des batteries en France. Hein. Il y a 3 projets en Hauts-de-France. Par contre, les équipements permettant de fabriquer des batteries, de cette taille, hein, j'entends, parce que à Grenoble, j'ai réussi à installer un équipement français, un équipement suisse. Mais dès qu'on parle de ces tailles de projets, de giga-projets, là, les équipements sont forcément asiatiques. Donc ça, c'est le travail à faire en Europe, de faire émerger des partenaires. Lorsque j'étais chez Schneider, j'avais lancé une initiative qui a perduré, qui est une association avec Schneider, FIV notamment, pour créer une structure en France accompagnant les PME et les ETI pour développer leurs compétences dans ces domaines-là. Je ne vais peut-être pas passer sur le détail technologique de la fabrication des batteries, mais vous voyez qu'il y a toute une partie qui est assez chimique, toute cette partie-là de mixing et de cathode. En fait, pour le faire simplement, on pourrait dire que la première partie pour fabriquer des batteries, nous, on fabrique nos propres électrodes, et c'est ça qui fait la performance de la cellule. Donc ça ressemble un peu à la papeterie. Mais vous avez des rouleaux de cuivre et d'aluminium, pas des rouleaux de papier. Et au début, vous faites un mélange, une encre. Donc vous avez une espèce de grand thermomix qui fait 4000 litres. Et vous faites l'encre et vous déposez l'encre sur ce feuillard en alu et en cuivre que vous déroulez. Et il faut cuire l'encre. Donc plus vous allez vite, plus il faut que les fours dans lesquels vous déroulez le feuillard soient longs. Donc pour vous donner une ordre d'idée, le labo R&D de Grenoble, cet équipement faisait 8 mètres de long. Sur la ligne pilote qui tourne en ce moment presque 24 sur 24, on est à 37 mètres de long. Et à Dunkerque, l'équipement ne tient pas sur le stade de foot de Dunkerque. L'équipement fera 100 mètres de long. Donc d'où le gigantisme, entre guillemets. C'est le jeu de mots utilisé par Elon Musk au départ. Hein. Alors maintenant, le terme gigafactory est un peu galvaudé, on l'utilise dès qu'on fait une usine en France, mais la notion de gigafactory, c'est la notion de gigawattheure et de cette notion de gigantisme, parce que pour fabriquer beaucoup de cellules, il faut beaucoup de place. Donc une fois qu'on a fait ces électrodes, on a une calandreuse qui écrase ces électrodes à la bonne épaisseur. Et puis là, on passe dans une phase plus mécanique. On fait de la découpe, on fait de l'assemblage, on fait en fait un empilement savant de cathodes, d'anodes avec un séparateur. Et on peut en mettre 20, 30 épaisseurs, suivant les specs que vous voulez obtenir. Et vous mettez ça dans un packaging. Alors c'est là où il y a plusieurs formats. Il y a trois formats aujourd'hui. Le format qu'on fait nous pour Renault, qu'on appelle le format poche, le format pochette. Donc la cellule va faire 50 cm de long sur 10 cm de haut sur 1 cm de large. Très grande cellule, densité énergétique forte. Donc il y a des avantages et inconvénients par rapport aux cellules cylindriques, hein, qui ressemblent à des piles. Toujours pour donner des chiffres et faire des comparaisons, dans une Tesla aujourd'hui, vous avez des cellules qui font 21,70, 21 de diamètre, 70 de haut. Vous en avez à peu près 5 ou 6 000 cellules. Si vous mettiez les cellules Vercor dans une Tesla, vous auriez 200 cellules. Par contre, bon, ce n'est pas le même packaging, ce n'est pas les mêmes arguments, ce n'est pas les mêmes avantages, pas les mêmes inconvénients. Et après avoir fait toute cette partie mécanique, on est dans la fin, c'est-à-dire que cette cellule n'est toujours pas activée, comme on dit. Et donc, il y a une dernière étape, qui est l'étape dite de formation. Alors là, ça ressemble à un hangar de logistique très automatisé, où on vient stocker les cellules, on vient leur faire des cycles de charge-décharge très lentes. Donc, il y a beaucoup de secrets de cuisine là-dedans, à température ambiante et à température plus élevée, une espèce de mélange de vieillissement et d'activation du procédé électrochimique. Et ça peut durer 15 jours. Donc, si vous n'avez pas justement ce qu'on met en place, toute une partie de digitalisation, de data, qui collecte l'ensemble du process et qui vous alerte sur une dérive potentielle du process, et que vous faites 100 000 cellules par jour, c'est ce que va faire la Gigafactory de Vercor à terme,
Vous imaginez ce qui arrive si vous attendez 15 jours avant de constater que vos cellules sont en court-circuit ou ne sont pas bonnes. Alors, je vais terminer sur Dunkerque et sur la Gigafactory. Alors, l'objectif et la capacité que Verkor s'est donné au départ, c'était d'arriver à terme à au moins 50 gigawattheures, et en commençant par une première usine de 16 gigawattheures. 16 gigawattheures, ça fait à peu près 300 000 véhicules par an. Et en fait, on a vu les 12 régions, enfin j'ai vu les 12 régions, parce que c'est moi qui ai eu le privilège de piloter ce sujet pour Verkor. Et pour faire court, mais je pourrais répondre à vos questions après, mais Dunkerque est sorti du lot, en compétition à la fin avec 2 autres sites. Mais j'avais choisi Dunkerque assez vite, pour plusieurs raisons techniques déjà. Le fait que la communauté urbaine de Dunkerque, le port de Dunkerque, avait anticipé un certain nombre de choses pour faire ce qu'on appelle un terrain clé en main, entre guillemets. Donc il y avait eu des investissements qui ont été faits pour faire les études d'archéologie, les études faune-flore. Et nous, vous avez compris qu'on est dans un timing hyper serré, donc tout ce qu'on peut gagner en temps était un critère important. Une autre partie investissement, je crois qu'il est inédit en France, c'est que les mêmes collectivités ont investi dans une sous-station haute tension de 225 kV, 20 kV, de manière à ce que lorsque l'industriel arrive, il ait une discussion avec RTE quand même, mais plus simple en termes de délai, parce que sur un terrain, un des 3 terrains qui étaient dans la shortlist, on avait 74 mois de délai pour la connexion électrique. Et puis une partie aussi de préparation du terrain au sens de terrassement. Il arrive qu'il y ait un peu d'eau à Dunkerque, donc il fallait surélever le terrain et les fondations. Donc ça, c'est les aspects techniques. Puis il y a les aspects aussi qualitatifs, c'est territoire d'industrie, un réservoir aussi de personnel. C'est un territoire qui a quand même subi de grosses pertes d'emplois dans les années et qui se redresse. Donc c'était un intérêt aussi majeur. Et puis aussi parce que, je ne citerai pas de nom, mais dans les autres régions, mais on a trouvé aussi, nous, des gens qui savent travailler ensemble. Donc Yann est bien placé pour en parler. Et avec une solidarité, une collaboration assez exemplaire. Donc le terrain que vous avez là est le schéma. Et par contre, voilà le mastodonte. Ça, c'est une photo qui date... Alors, on a démarré les travaux assez récemment, puisqu'on a vraiment démarré les travaux en janvier. On avait, à partir d'octobre, préparé le terrassement et quelques pieux. Mais on a vraiment travaillé à partir de janvier. Pour donner une dimension, parce que c'est toujours pareil, donner les dimensions, c'est pas forcément simple, mais on est en train de faire 18 fois Notre-Dame de Paris. Alors, pas 18 fois le budget, j'espère, mais 18 fois Notre-Dame de Paris, c'est en surface. Il n'y aura pas de flèche. Mais par contre, c'est plus de 11 hectares. Le bâtiment seul, c'est plus de 100 000 mètres carrés. Et avec des hauteurs, là, la première partie, c'est la partie la plus haute. Là, ça fait 34 mètres de haut. C'est ce qu'on appelle le tour mixing, c'est le fameux départ du process où j'ai mon Thermomix là, qui fait 4000 litres, qui est au 2e étage. J'ai mes bacs de matériaux au 3e et j'ai tout mon réseau de tuyaux pour le mixing qui est en dessous. On a choisi des technologies constructives de préfabrication pour aller très vite. Et donc on a plusieurs usines qui préfabriquent les murs, les colonnes. Les colonnes font 60 tonnes, 20 tonnes. Les escaliers, et tout vient en Lego, entre guillemets, sur le site. Et on a énormément de grues. Avec la difficulté, c'est que de temps en temps, il y a un petit peu de vent à Dunkerque. Et donc au-delà de 50 km/h, les grues ne marchent pas. Donc, mais c'est un chantier qui va très très vite. Et j'ai une photo qui date 15 jours après. Et on voit que ça avance très très vite. J'ai plus de 600 personnes qui travaillent sur le site en ce moment. Je vais passer à 1000 personnes très vite.
On a donc toute une partie là qui est terminée en termes hors d'eau. Alors c'est le gros avantage du site de Dunkerque, c'est qu'en fait on a beaucoup de surface. Mais mes collègues de Douai, d'Envision par exemple, étaient plus contraints par la surface de terrain. Donc leur usine est plus carrée. Nous on est tout en longueur, ce qui fait que on a terminé cette partie-là entre guillemets en hors d'eau. On commence les travaux d'aménagement intérieur. Et pendant ce temps-là, les travaux continuent, comme on dit. On est en train de finir la partie bâtiment qui est dans le fond. C'est 800 mètres de long. La base de vie que j'ai fait ici, où j'ai installé les bureaux de Vercors, entre autres, c'est une base de vie pour 1000 personnes. Ça donne aussi une comparaison sur la dimension. Voilà une présentation le plus succinct possible. Peut-être, je n'ai pas parlé de compétition sur ce sujet-là, parce qu'on me pose souvent la question. En fait, j'allais dire qu'il n'y a pas de compétition au sens où, si on a créé Vercors justement, c'est pour avoir une solution souveraine en France, parce que quand vous prenez le top 10 de fabricants de batteries aujourd'hui dans le monde, il y en a 9 sur 10 qui sont asiatiques. Donc l'objectif était d'avoir une solution souveraine, sachant que la batterie représente, suivant le segment du véhicule, 40 à 50% de la valeur d'un véhicule. Donc si vous appelez Renault, Stellantis, BMW, Volkswagen, si vous ne maîtrisez pas la technologie batterie, vous-même ou par un partenaire stratégique, vous n'allez pas rester longtemps dans le marché de l'automobile. Il y a une société chinoise dont on parle un petit peu en ce moment, avec 3 lettres, BYD. BYD a commencé par faire des batteries, et aujourd'hui, c'est le 5e fabricant de véhicules électriques au monde. Donc la compétition n'est pas forcément là. Nous, le challenge aujourd'hui, il est au rendez-vous industriel, en juillet-septembre 2025, pour livrer Renault et livrer les autres après. Mais je suis ouvert à vos questions. Merci encore. Merci. On va continuer avec la seconde présentation et puis après on aura la séance de questions-réponses. Merci beaucoup. Je vous laisse démarrer ça. En fait, Sylvain, je viens de réaliser une chose. C'est que moi, j'ai passé quelques années dans le groupe Danone. Je me suis occupé de reconvertir plusieurs usines de biscuits à l'époque où Lu appartenait à Danone, avant qu'ils vendent ça à Kraft et ensuite Mondelez. Et ben, en fait, Gigafactory, ça ressemble beaucoup à une biscuiterie. Parce que, tu sais, c'est le système gravitaire, et il y a des fours, des pétrins, le Thermomix, et donc finalement, c'est à peu près pareil. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est au micron, alors que faire des petits lus, c'est moins compliqué. Ouais, ouais. Bien. C'est bon ? On va. Parfait. Bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je suis Yann Pitolet, je dirige Nord France Invest, qui est l'agence de promotion économique de la région de France. Je vais vous expliquer ce qu'on fait, qui on est. Mais avant ça, je vais d'abord vous parler de pourquoi on s'est intéressé au sujet des batteries dans les Hauts-de-France. Et Sylvain parlait effectivement de la batterie Vallée. Et je vais vous expliquer pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait. Alors, déjà, quelques mots pour vous rappeler ce que c'est les Hauts-de-France. Et déjà, je vais vous montrer comment on le vend, en fait, quand on est face à des investisseurs étrangers. Puisque nous, notre travail, c'est de faire venir des entreprises, notamment des entreprises et capitaux étrangers, dans la région, plutôt qu'elles aillent dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Eh bien, voilà, quand je suis avec mon équipe, quand on est face à des investisseurs américains ou asiatiques, j'ai envie de dire que cette carte se suffit à elle-même. Bon, voilà, ça c'est une carte évidemment vue de l'espace. Et en fait, on leur explique que nous, on est là. Voilà. Et quand vous montrez ça, ça suffit à la limite. Ça suffit à expliquer pourquoi est-ce que la région est une des plus attractives d'Europe. Parce que quand vous voyez ça, vous comprenez que là où il y a de la lumière, c'est là où il y a des gens, c'est là où il y a de l'activité, c'est là où il y a des marchés. Et donc, on voit qu'on a une localisation qui est absolument stratégique. Alors maintenant, si on zoome un petit peu,
Là, vous voyez que effectivement les Hauts-de-France, hein, donc c'est cette région qui va de la frontière belge, Dunkerque, on en a parlé, jusqu'aux portes de Paris, puisque avant il y avait Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Hein, aujourd'hui, donc, ça fait maintenant 8 ans que les deux ont fusionné. Et vous voyez, pour nous, c'est extrêmement intéressant puisqu'on est capable d'aller aux portes de Paris. C'est une région qui fait 6 millions d'habitants, sauf qu'on est au cœur d'un bassin de consommation de quasiment 80 millions d'habitants. Et c'est le bassin de consommation qui est le plus riche d'Europe. Donc là également, c'est extrêmement, extrêmement important. Si on donne quelques chiffres clés, en fait, les Hauts-de-France, ça pourrait être un pays, puisqu'on a un PIB qui est supérieur à celui de la Hongrie. On n'est pas très loin du Portugal finalement. Donc on pourrait être un petit pays. Nous sommes la deuxième région la plus dense et la deuxième région la plus jeune de France. Donc là, un avantage en termes évidemment de recrutement, c'est extrêmement important. Et tout ça, plus plein d'autres choses que je vous expliquerai, ça fait que en fait, les Hauts-de-France, c'est une des régions les plus attractives de France et d'Europe. Si on regarde les classements, ces chiffres-là, c'est pas moi qui les donne. D'ailleurs, vous n'êtes pas censé croire ce que je vous dis parce que je dirige une agence de promotion économique. Mais ce que je vous dis là, ça vient de gens très sérieux que sont EY et Business France. Business France, qui est l'agence nationale qui s'occupe d'attractivité. Et vous voyez que quand on prend, alors ce qu'on appelle IDE, c'est investissement direct étranger. Vous voyez que quand on prend les IDE purement industriels, eh bien en 2023, nous sommes, en fonction de ce qu'on regarde, c'est-à-dire soit c'est les projets, soit c'est les emplois, nous sommes deuxième ou troisième région en France et en Europe. Et si on regarde la totalité des investissements directs étrangers, donc on vous a rajouté le secteur des services, de la logistique, de la R&D, eh bien on est deuxième en France en nombre d'emplois, troisième en nombre de projets et on est 11e à l'échelle européenne. Donc on voit qu'on est une région attractive. Les entreprises étrangères, alors pourquoi c'est important finalement ? Ça représente plus de 175 000 emplois. Surtout, ce qui est important, c'est que c'est quasiment 40% de l'emploi industriel. C'est-à-dire quasiment 4 salariés sur 10 dans la région, dans l'industrie, travaillent pour une entreprise à capitaux étrangers. Et donc, c'est aussi pour ça que ce sujet est très important. Là, vous voyez aussi un autre atout de la région, qui est son infrastructure portuaire et fluviale, avec évidemment, alors on ne le présente pas comme 3 ports, mais en fait on explique que c'est un seul et même complexe, même si ce sont des opérateurs différents, entre Dunkerque, Calais, Boulogne, et on pourrait ajouter le port de Lille, port intérieur de Lille, et ici, le canal Seine Nord-Europe, dont vous avez certainement entendu parler, qui est en train d'être creusé, et qui va être, comme on dit en bon français, un game changer pour la logistique dans cette partie de l'Europe du Nord. Alors, cette présentation étant faite rapidement, maintenant, je vais vous parler des giga-usines de batteries. Déjà, première chose, pourquoi, diable, est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet ? En fait, on a commencé à s'intéresser à ce sujet en 2017-2018. C'est là où on s'est dit, il est en train de se passer un truc, et si on rate le virage, eh bien on est mort. Pourquoi on est mort ? Parce que les Hauts-de-France, pourquoi on serait mort, pardon ? Parce que les Hauts-de-France est la première région automobile de France. Quand vous regardez cette carte, vous voyez qu'au niveau des OEM, donc des constructeurs, on a Renault, on a Stellantis, on a Toyota. Et là, je vous montre que l'assemblage, parce qu'après, il y a les sites, fabrication de moteurs, boîte de vitesse. Boîte de vitesse, dans une voiture automatique, ça sert pas à grand-chose. Dans une voiture électrique, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, on s'est dit, on va avoir un gros problème si on ne prend pas le virage. Quand on regarde aussi ça, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, dans les Hauts-de-France, on est capable de fabriquer une voiture du pare-choc avant au pare-choc arrière. On sait tout faire dans une voiture. Sauf qu'à nouveau, quand vous êtes face à des entreprises, à des modèles thermiques, vous dites que le temps est compté et il fallait prendre le virage de l'électrique. Parce que derrière les constructeurs, vous avez plus de 500 sous-traitants, rang 1, rang 2, rang 3. Et plus les activités de service. Donc, on avait un énorme sujet. Un énorme sujet. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'électrique dans les Hauts-de-France, en fait, ça ne date pas vraiment de cette époque de 2018. On s'y attaquait bien avant. Dès 2011, Renault qui commençait à produire un Kangoo électrique, des premiers vannes électriques. 2012, Yaris hybride. Alors, certes, ce n'est pas du full électrique, mais quand même. 2015, on a un nouveau centre de test pour véhicules électriques qui s'installe, Critem 2A. 2018,
Renault qui lance une nouvelle plateforme, Adway, et 2020, la Toyota qui annonce que l'implantation, la fabrication plutôt du Yaris Cross SUV, qui est un nouveau véhicule, c'est la fameuse deuxième ligne, nouveau véhicule totalement hybride. Donc vous voyez qu'on avait déjà un petit passif, plutôt un petit passé en termes d'électrique. Et puis est arrivé, à partir de 2020, et effectivement, sont arrivés les premiers investissements de Gigafactory. Alors je vais vous les faire dans l'ordre d'apparition à l'écran, donc dans l'ordre d'annonce. Le premier annoncé, 2020, ACC. Donc, projet qui, à la base, devait se faire dans le Grand Est. Hein. Il devait aller dans le Grand Est à l'origine. Et au final, nous avons réussi à les attirer. Donc, ACC, vous le savez, c'est une JV entre Stellantis, Total Energy, via sa filiale Saft, Mercedes qui est rentré dans la danse ensuite. Donc, un investissement important donc, sur le site de Douvrin, là où il y a Stellantis, qu'on appelait la Française de mécanique, entreprise qui fabrique des moteurs, des boîtes de vitesse. Donc là, évidemment, pour eux, avoir une Gigafactory, c'était extrêmement important. Deuxième acteur entrant, l'année suivante, 2021, l'annonce d'AESC Envision. Donc AESC, ex-filiale de Nissan pour fabriquer des batteries, avec déjà une petite Gigafactory, mais 4 gigawattheures, donc c'est vraiment petit, à Sunderland en Angleterre. Et donc là, il s'agissait d'un investissement plus important. Et là, on était en concurrence avec la République tchèque, notamment avec la Finlande, d'autres pays aussi, mais ça s'est joué entre nous et eux vers la fin. Donc AESC, société, donc le management est japonais, mais racheté par le groupe d'énergie Envision il y a quelques années. Ça, c'est 2021. Vercors, 2022, l'année suivante. Bon, Sylvain l'a largement détaillé, je ne vais pas le reprendre, mais pour nous, c'est là où on s'est dit, OK, là, on change de braquet parce qu'on accueille une entreprise qui nous fait vraiment rentrer dans cette logique d'écosystème. Et le quatrième arrivé, c'est Prologium. Donc, celui-là, c'est le plus récent, annoncé le 15 mai 2023. Donc il y a un tout petit peu plus d'un an, à Dunkerque même, et Prologium qui va fabriquer des batteries semi-solides. Donc celui-ci est il n'est pas encore commencé à construire, mais on l'attend là assez rapidement. Et puis on a eu également, alors ça c'est un produit local, j'ai envie de dire, c'est une émanation de l'université Amiens-Jules Verne, Picardie. Donc un laboratoire qui s'appelle le LRCS qui a développé une batterie solide, sodium-ion, en chimie sodium-ion, et qui a lancé donc cette société Tiamat, qui aujourd'hui est petite, mais qui a annoncé un projet de Gigafactory à Amiens, qui va démarrer doucement, mais qui devrait monter en puissance sur une technologie qui est très différente et des applications qui seront sans doute différentes, puisqu'aujourd'hui, ils travaillent notamment avec Leroy Merlin. Ils font des batteries pour du petit équipement électrique, donc c'est assez différent, mais ça reste de la batterie. Et puis, quand on regarde tout ça, au final, eh ben, on est à 174 gigawattheures par an d'équivalent de production. Donc, on se dit que là, ça commence à devenir sérieux. Ça commence à devenir sérieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière tout ça, en fait, et c'est ce que Sylvain disait tout à l'heure, il y a tout un écosystème qui se met en place. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que là-dedans, vous avez, en plus des Gigafactory qu'on a cités, vous avez par exemple une entreprise comme XTC qui fabrique les cathodes. Les CAM, donc le Cathode Active Materials, qui s'installe avec Orano. Ils ont un partenariat avec Orano. Vous allez avoir Eramet Suez, qui va faire du recyclage et du raffinage derrière. Vous avez Mint, qui est une société chinoise qui a une JV avec Renault, qui fait les fameux bacs batteries. Dans l'usine, ils se sont installés dans l'usine de Renault de Ruitz, et là, ils fabriquent les bacs batteries dont on a besoin. Vous avez des entreprises dans le recyclage, un Canadien et un Français, donc batterie et Li-Cycle. Voilà, donc je ne vais pas tous les détailler, mais vous voyez que vous avez, au-delà de tous ces gigafactories, vous avez toute cette mécanique qui se met en route avec l'implantation d'entreprises qui créent vraiment tout l'écosystème.
Alors maintenant, on va prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Là, je vous ai raconté comment ça s'était passé, un peu le narratif, comment on l'avait fait. Enfin plutôt, comment ça s'était passé, c'est vraiment la description. Maintenant, je vais vous expliquer, en fait, concrètement, comment on s'y est pris. Et qu'est-ce qui fait qu'on avait, à un moment donné, les ingrédients qui permettent de gagner cette bataille. Ce que je vais vous dire là, c'est valable pour les gigafactories, mais c'est valable pour n'importe quelle activité de réindustrialisation. C'est valable pour tous les sujets. Alors, on a, dans notre jargon, vous savez, dans le marketing, on aime bien les formules. On aime bien essayer d'avoir des formules un peu frappantes. Donc, on a appelé ça les 4 F, qui présentent les composantes de l'offre. Le premier F, c'est le foncier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous présenter les 4 F et après je les détaillerai. Le premier, c'est le foncier. Mais vous voyez, ce n'est pas que le foncier, ce n'est pas juste les terrains, c'est la puissance électrique, l'eau, etc. Le deuxième F, c'est la formation. Le troisième F sont les formalités. Le quatrième F, les finances. À peu près tous ces sujets ont déjà été abordés par Sylvain, mais là, c'est pour vous montrer comment, de l'autre côté du miroir, en fait, ou dans les coulisses, comment on a préparé tout ça. Alors, si on les reprend un par un, je vous rassure, je vais aller assez vite. Sur le foncier, en fait, oui, voilà. Donc là, sur le foncier, je n'ai pas de slide, je vais juste vous expliquer ça vite fait. Donc, effectivement, l'enjeu, c'était d'avoir des sites clés en main. En fait, le sujet, c'est que le temps de l'aménagement d'un site n'est pas le temps de l'entreprise. Moi, je vais raconter juste une anecdote. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai un président d'agglomération, dont je tairai le nom, mais quoi qu'il a bien compris maintenant, donc il mériterait que je le cite, mais je ne vais pas le citer. Ça fait 2 ans qu'il me dit non, mais Yann, c'est bon, les gigafactories, c'est Dunkerque, c'est tout ça, et moi, j'ai rien. Moi, tu ne m'amènes jamais rien. Je lui dis je ne t'amène rien parce que tu n'as pas de terrain disponible. Il me dit si, je peux avoir un terrain disponible, mais il faut 2 ans. Je dis 2 ans, c'est trop tard. Il me dit amène-moi des prospects et moi j'arriverai à convaincre mon conseil communautaire d'aménager un site parce qu'il a il a un endroit parfait pour ça, sauf qu'il y a 2 ans de travail pour que ce soit constructible. Et il me dit amène-moi un prospect et moi je convainc mon conseil communautaire d'acheter ce site et de le convertir. Je lui dis non, ça ne marche pas comme ça, je n'y arriverai pas. Donc tu prends ton risque, tu fais comme un entrepreneur, tu prends ton risque, tu aménages ton site, et là, oui, on t'en amènera. Et ne t'inquiète pas, il y a une telle pénurie qu'on te trouvera, ça ne pose pas de problème. Et je lui dis, je suis prêt à venir devant ton conseil communautaire, leur expliquer comment ça marche. Donc on l'a fait, je suis allé voir le conseil communautaire, j'ai planché devant eux, je leur ai montré, sans leur donner les noms, l'état du portefeuille aujourd'hui de projets qu'on a. Je leur ai dit, voilà, ces projets-là, ils ne sont pas pour vous aujourd'hui, mais on aura les mêmes dans quelques temps. Ils l'ont lancé, donc c'est super parce qu'ils l'ont lancé. Et donc là, ils sont en train de faire les études, ils ont démarré, études faune flore, 4 saisons, archéologie, etc., qui vont nous permettre, je pense, d'ici 1 an, de rentrer en phase de commercialisation. Voilà, donc ce sujet-là est important. Ensuite, donc c'est 1, la disponibilité. 2, c'est les utilités. Parce que c'est bien d'avoir du terrain, mais si vous n'avez pas la puissance électrique qui va bien, si vous n'avez pas l'eau qui va bien, si vous n'avez pas les effluents, si vous n'avez pas la connexion, votre terrain, il ne vous sert pas grand-chose. Et puis aussi d'être bien placé, parce qu'il faut être dans des bassins d'emploi. Vous savez, les gigafactories, à chaque fois, on parle de minimum 500 emplois, 1000, 2000. Donc, il faut avoir le bassin qui va bien quand même. Et donc c'est aussi ce sujet-là des utilités. Et donc, tout ça, ça se travaille ensemble. Et je dois dire qu'on a fait un vrai progrès, notamment avec RTE. RTE a vraiment compris les enjeux. Et vous savez, ce n'est pas facile de faire changer un opérateur public comme ça. Ce n'est pas facile. Mais ils ont compris le truc. Parce qu'avant, chez RTE, il y avait une règle, c'était premier arrivé, premier servi. En gros, on rentre dans la file d'attente, quelle que soit la qualité de votre projet, quel que soit son degré de maturation, vous prenez votre ticket, comme chez le boucher, prenez votre ticket, c'est vous qui êtes sur le truc. Et vous pouvez avoir juste après vous un projet dont la France a furieusement besoin, sauf que s'il arrive après, ah ben non monsieur, d'abord il y a un tel qui était là. Ce modèle-là, premier arrivé, premier servi, c'est terminé. Maintenant, il y a une vraie réflexion stratégique qui consiste à se dire de quoi on a besoin, on va planifier les besoins pour les 5 ans, les 10 ans qui viennent, parce qu'on sait que dire à une entreprise, et ce que tu disais sur les 74 mois, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu sur un site où RTE envoie son rapport, l'ingénieur RTE envoie son rapport à un prospect qu'on avait, il dit c'est 7 ans pour vous connecter et 20 millions d'euros. Bon, évidemment,
évidemment que le prospect en question, en plus c'était c'était une boîte asiatique, quoi. Donc, puis alors le rapport, il arrive le vendredi soir, c'est toujours pareil, hein. Nous, on n'avait pas été consultés, l'ingénieur, il envoie ça tranquille. Et là-dessus, nous, évidemment, le prospect a râlé. Alors ça a fini dans le bureau du préfet, et le préfet a dit à RTE, vous démerdez, dans 2 ans, il doit être câblé, quoi. Donc, on est obligé de mettre une grosse pression. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'au final, il y avait des solutions. Il y avait des solutions pour arriver à câbler ce foncier. Donc voilà, le foncier, c'est un sujet majeur, et ça le reste, et ça le sera encore plus avec les sujets de ZAN dont vous avez certainement entendu parler. Vous savez, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités doivent aller vers vraiment moins de consommation foncière, moins d'artificialisation. Qu'on soit bien d'accord, je comprends parfaitement ces enjeux-là. À un moment donné, il faut bien manger, donc on ne va pas pouvoir prendre sur la terre agricole éternellement. Et l'idée de se mettre des objectifs, c'est pas mal. Parce que vous savez, on a parfois des entreprises qui viennent nous voir nous disant « j'ai besoin de 50 hectares ». Et quand on leur dit « j'ai pas 50, j'ai 30 », j'ai un sujet en ce moment. Non, alors ça n'a rien à voir avec les gigafactories, mais dans le digital, j'ai un sujet d'un grand groupe international qui est venu, qui nous dit « j'ai besoin de 3 terrains de 50 hectares ». J'ai dit « alors, et en plus distants de 30 km chacun ». Il fallait un triangle. J'ai dit « j'ai pas ». Ah bon? Ah, c'est embêtant. Vous pouvez avoir combien maximum? On a regardé, on a passé quelques temps, on a cherché 3 x 15, ce qui est déjà miraculeux. 3 x 15. Je m'étais dit, bon, ils vont partir, ils vont aller ailleurs. Ils ont dit, OK, d'accord, on va s'adapter, on va revoir tout le layout. Et en fait, ils ont construit en hauteur, ils vont empiler des trucs, ils vont en vertical. Et finalement, ça leur convenait. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est challenger les entreprises pour leur dire, voilà, on n'a pas 50, on a 15. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une exigence de sobriété à laquelle il faut souscrire, et c'est parfaitement normal. Mais là, on a un sujet. Le deuxième sujet, c'est la formation. Sylvain en a largement parlé, donc je vais être assez court. C'est vrai que dans les Hauts-de-France, on se dit que quand il y a 20 000 personnes à former, il va quand même falloir qu'on se retrousse les manches, même si on a un taux de chômage de 9% supérieur à la moyenne nationale. C'est pas pour ça que ces gens-là, ils sont demain employables. Il faut évidemment les former. Et donc là, il y a effectivement des écoles de la batterie qui se créent, avec une dynamique régionale qui s'appelle Electromob, qui est une alliance de 40 partenaires, en fait, qui vont aider, avec un financement régional, qui vont aider à former 20 000 collaborateurs dans les prochaines années, avec de très nombreux modules de formation. Les slides sont en anglais, enfin je pense que ça doit aller, mais si vous me dites, si vous avez des questions de traduction. Et donc, avec de très très nombreux partenaires, évidemment on retrouve Vercor, les autres gigafactories, mais aussi les constructeurs automobiles, des partenaires institutionnels et des partenaires de la formation, au premier rang desquels les écoles d'ingénieurs et les universités. Donc ça, c'est indispensable. Donc ça, c'est pour le second F, parce que évidemment, si on n'arrive pas à former, ça ne fonctionnera pas. Le troisième F, c'est les finances. Et dans finance, il y a 2 volets. Il y a le volet connaissez les termes OPEX, CAPEX, donc termes en bon français comme d'habitude. Donc les dépenses d'abord opérationnelles. Alors dans les Hauts-de-France, on est plutôt pas trop mal placé. Alors je vais pas être trop long. Ces chiffres-là sont sortis d'un benchmark qu'on fait tous les 3 ans. Alors on les a fait les années précédentes, c'est avec EY, ça ce sont des chiffres qui viennent d'EY, il n'y aura pas la source là. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à l'échelle européenne, les coûts de production dans les Hauts-de-France, alors en France d'abord, pardon, on était 17% moins cher dans l'industrie que nos concurrents français, les grandes régions françaises, et moins 25% moins cher que nos grands concurrents européens. Bon. Je ne rentre pas sur la méthodologie, je ne rentre pas dans le détail, mais donc ça veut dire que les coûts de production dans les Hauts-de-France sont plutôt compétitifs. À cela s'ajoute, je n'ai pas de slide là-dessus parce que ça aurait été un peu long, mais un accompagnement financier, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on veut capter des projets de gigafactory, qu'ils soient français ou étrangers, il faut être capable de les accompagner en CAPEX, donc en subvention d'investissement, en programme de R&D.
Et donc là, il y a des efforts. Et là, je dois dire que le plus gros financeur, contributeur dans cette affaire, ce n'est pas la région avec ses petits bras, c'est l'État. Évidemment, c'est l'État au travers des différents plans qui ont eu lieu et l'Europe qui permettent de financer ce genre d'investissement. 4e F, les formalités. Alors, les formalités. Donc, là, le sujet, c'est comment on fait pour aller vite. Alors, le premier point, c'est évidemment d'avoir des sites clés en main. Mais ça ne suffit pas. Parce que quand vous avez les sites clés en main, vous avez quand même tout un parcours derrière. Notamment pour les investissements de plus de 300 millions d'euros. Il y a ce qu'on appelle la CNDP. Après, vous avez les procédures ICPE. Vous avez les permis de construire. Donc, c'est assez lourd. Le rapport Kasparian, qui était sorti il y a quelques années, avait établi que le délai moyen de procédure, juste de procédure, pour ouvrir un site industriel en France, était de 17 mois. Nous, dans les Hauts-de-France, on était plutôt mieux que ça. Mais apparemment, c'est ce qu'il a dit, je n'ai pas de raison de contester, c'était 17 mois. Juste pour vous donner une idée, en Flandre et aux Pays-Bas, le délai pour avoir une autorisation ICPE et permis de construire, c'est 4 mois. Et si en 4 mois, vous n'avez pas votre réponse, elle est réputée acquise. Donc, on avait quand même un vrai sujet. Et là-dessus, je dois dire que dans les Hauts-de-France, notamment, on a quand même réussi à vraiment se mettre à bosser en mode projet, à compacter les délais. Et Sylvain, peut-être que tu pourras, si tu veux, peut-être compléter ce point-là. Il me semble que 6 mois. Voilà, 6 mois. Donc, vous voyez que les 17 mois du rapport Kasparian, on a fait infiniment mieux. Et 6 mois, c'est un vrai challenge. Et ça a été possible. Et en toute légalité, évidemment. Hein, il n'y a pas eu une entorse à la réglementation. Ce n'était pas le sujet. Mais on a été capable. Et il y a cette culture-là dans la région, il faut le dire. Il y a cette culture-là d'aller vite. Et on arrive au 5e, parce que les 4 F, mais je vous en remets un 5e pour la route. Le 5e F, c'est la force du collectif. Parce qu'en fait, on travaille en équipe, si vous voulez, dans la région. On travaille en équipe. Et donc, on fait en sorte que l'expérience client pour le prospect soit la plus agréable et la plus fluide possible. Alors, ce que je vais vous montrer là s'applique pour des investissements internationaux. Donc, ce n'est pas exactement le process qui a été appliqué pour Vercors, qui est un groupe français. Mais en gros, mais l'esprit est exactement le même. Donc, en gros, on a une équipe qui va de l'agence nationale, Business France, qui a des bureaux dans le monde entier, nous, agence régionale, Nord France Invest, et derrière, on s'appuie sur un réseau de partenaires. Et là, on ne les a pas tous mis. En fait, on en a 60, des partenaires locaux. Mais là, on ne les a pas tous mis. Et là, on retrouve bien Dunkerque Promotion, que Sylvain connaît bien, qui agit sur le territoire de Dunkerque. On a un processus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un processus de traitement des projets qui est hyper fluide et qui permet d'être extrêmement réactif par rapport aux entreprises qu'on implante. Et ça, ils le ressentent. Et là, je ne l'ai pas mis, mais c'est évident, on a aussi une osmose et une qualité de collaboration avec les élus locaux qui est énorme et avec les services de l'État en région. Les préfets, j'ai cité tout à l'heure le préfet des Hauts-de-France qu'on avait fait intervenir là, sur notre affaire RTE, mais on les mobilise absolument quand on veut. Ils sont hyper attentifs à ce qu'on fait et très engagés. Et ça, avec les gens de terrain que sont les sous-préfets, parce que vraiment au niveau local, ce sont les sous-préfets qui, en général, animent les services de l'État, ils font un boulot remarquable. Et donc la force du collectif, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti et qui fonctionne très bien dans la région. Alors, je vais vous dire 2 mots maintenant du service qu'on apporte. Parce que là, je vous dis, on accompagne les projets, on fait plein de choses, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, j'ai toujours tendance à dire que en tant qu'agence de promotion économique, et pas que nous, mais tous nos partenaires qu'il y a derrière nous, parce qu'on ne gagne jamais un projet seul, nous, l'agence régionale, en fait, on fait tout ce qu'il faut pour gagner le projet tant que c'est légal. C'est notre seule limite, la légalité. Mais sinon, on fait tout ce qu'il faut. Voilà ce qu'on va faire, par exemple, c'est de fournir aux entreprises des informations sur l'environnement des affaires. On va leur donner le montant des salaires, des loyers, on va leur expliquer comment fonctionne, comment on crée une société en France. Donc, c'est un contexte un peu général. Ensuite, on va rechercher le terrain
ou le bâtiment qui va bien en fonction du cahier des charges. Ensuite, on fait les visites de sites. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié des sites potentiels, les entreprises nous disent bah, tiens, ce site il a l'air pas mal, ce site a l'air pas mal, ce site a l'air pas mal. On les emmène et ils vont visiter les sites ou les solutions d'implantation qu'on a prévues pour eux. Alors ça, c'est un sujet un petit peu différent. C'est que certaines entreprises nous disent voilà, moi je ne veux pas m'implanter en tant que tel. En revanche, je suis prêt à venir soit au travers d'un partenariat, soit à racheter une entreprise. On a un service aussi pour ça. On a également un service de recherche de compétences clés qu'on fait avec un cabinet de chasseurs de tête. Donc une entreprise qui dit moi je m'installerai là où je trouve mon premier collaborateur. On a le service qui va bien. Ça va être ensuite l'interface avec les pouvoirs publics, parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles, et certaines nationalités, pour lesquelles la France, c'est la planète Mars. Ils ne comprennent rien. Voilà, entre le maire, la communauté de communes ou d'agglo, l'État, la région, le département, c'est très compliqué. Et donc, en fait, nous, notre rôle, c'est justement de faire en sorte que ce soit simple. Et donc, c'est d'organiser l'interface avec les pouvoirs publics. Ça va être, je l'ai dit, accélérer les procédures administratives, faire en sorte que les gros dossiers, les dossiers stratégiques, on ne peut pas le faire pour tous, évidemment, soient sur le haut de la pile. C'est ensuite les aides publiques, j'en ai parlé aussi. Donc, c'est d'identifier et de mobiliser les aides publiques et de défendre les dossiers. Et ça, je peux vous assurer qu'on le fait tous les jours, de défendre les dossiers vis-à-vis des financeurs pour leur dire pourquoi il faut y aller. C'est évidemment l'intégration dans l'écosystème parce qu'il faut que la greffe prenne et c'est le suivi après implantation. J'ai aussi coutume de dire que le produit Hauts-de-France est garanti à vie pièces et main-d'œuvre. Ça signifie qu'on est là tout le temps. Tout le temps, on va voir les entreprises régulièrement, soit pour se faire engueuler, soit parce que ça va bien, soit parce qu'à un moment donné, l'entreprise nous dit ben, y a un projet d'extension qui tourne dans le groupe, aidez-moi à le gagner. Et ça, je peux vous dire que c'est notre quotidien pour d'aller défendre des projets de réinvestissement sur le site plutôt qu'ils se fassent dans d'autres sites du même groupe. Donc le suivi après implantation est un sujet absolument fondamental. Et donc je vous l'ai dit, on s'appuie sur un réseau, hein, ce qu'on appelle on aime bien les anglicismes, hein, donc c'est le réseau Investir en Hauts-de-France, les services de la région, les services de l'État, Business France, tous nos partenaires locaux, les pôles de compétitivité, d'excellence et de nombreux partenaires privés. C'est vraiment un travail collectif. Alors je finis sur ce dernier point pour vous donner je voulais vous donner citer un business case. Alors, évidemment, je n'ai pas pris Vercors, puisque voilà, on en a déjà large Sylvain, là, 10 fois mieux que moi. Juste, je vais prendre un autre, qui est Envision AESC, sur lequel on a beaucoup travaillé. Et comment, en fait, ça se passe? C'était quoi le sujet? Le sujet de Envision AESC, c'était donc un marché en forte croissance, 3 implantations possibles envisagées, donc Finlande, République tchèque et la France. Et en fait, ils sont venus chez nous pour 3 raisons. La première, c'est l'énergie décarbonée, ça a été dit, les infrastructures logistiques et le tissu économique automobile, et notamment avec Renault, qui nous a aidés à capter le projet, à tel point qu'ils ont dit bah oui, mais vous allez venir à côté de chez nous, à Douai. Et en fait, si on regarde maintenant déjà l'accompagnement qu'on a apporté, d'ailleurs on met accompagnement NFI, il faut que je fasse corriger ça parce que c'est l'accompagnement du réseau, encore une fois c'est le collectif. Donc on leur a évidemment envoyé beaucoup d'informations opérationnelles, on les a aidés à trouver des sites potentiels, il y a eu des visites de sites et il y a eu des mises en relation importantes qui ont été faites. Les débuts des échanges avec eux, ça date d'avril 2020. Alors évidemment, on était en plein confinement à l'époque. Donc pas question qu'ils viennent, on a tout fait à distance. Et je me souviens d'une session de visio qu'on a fait avec les Japonais. Ils étaient, eux, à Tokyo, nous, dans nos bureaux. Et c'était en décembre 2020, pendant 2 jours. On démarrait à 7h du matin, avec le décalage horaire, et ça finissait à 14h. Et pendant 2 jours consécutifs, on avait des ateliers. L'atelier RH, l'atelier ICPE, l'atelier financement, l'atelier... Et on a fait ça pendant 2 jours. 7 heures de visio, j'avais les yeux comme un lapin, mais on n'avait pas le choix à l'époque, on était obligé de passer par là. Mais donc on a fait ça, ben voilà, c'était le truc d'après, notre séquence de visio. Ensuite, ils sont venus, voilà, en avril 2021, ils ont pu venir visiter les sites, et en juin, l'annonce de l'accord commercial entre Renault et Envision,
et l'annonce du choix du site de Douai. Donc vous voyez, c'est 14 mois de travail au final entre les premiers contacts et l'annonce du projet. Donc vous voyez, ça prend du temps. Il y a des dossiers qu'on n'a pas dans les batteries, mais on a des dossiers, on les a depuis 6 ans au portefeuille. Il y a des sujets qui peuvent être très très compliqués. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous donner un peu l'autre côté par rapport à la vision de l'investisseur, c'est le côté territoire, comment on fait pour accompagner les entreprises. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc on va passer à la session de questions-réponses avec nos deux intervenants conjointement. Oui, je me pose une question sur la versatilité de ces usines. Donc, vous partez sur une technologie qui doit être du lithium-ion. D'autres technologies également émergeront probablement, notamment quand on regarde les dernières annonces en Chine, il semblerait qu'il n'y ait pas que du lithium-ion. Est-ce que ces usines sont capables de s'adapter donc à d'autres technologies de batterie? Oui, alors je vais répondre selon deux axes là-dessus. Effectivement, on parle au cours de la technologie lithium-ion. Alors, il y a surtout une technologie qui est majeure partout en Europe et dans tous les véhicules électriques, pratiquement, qui est la technologie dite NMC. Donc, c'est la cathode qui utilise donc ce mélange nickel, manganèse et de moins en moins de cobalt, parce que c'est le couple avec l'anode graphite qui aujourd'hui a les meilleures performances en termes de densité énergétique, et les premiers véhicules électriques avaient à avoir cette ambition d'autonomie pour arriver à avoir les kilomètres suffisants pour que le frein psychologique du consommateur lui permette de s'engager dans le véhicule électrique. Donc il y a des évolutions de ces technologies. Si on reprend ma première Zoé que j'ai eue en 2011, c'était du NMC 622, c'est-à-dire 60% de nickel, 20% de manganèse, 20% de cobalt. Aujourd'hui, la dernière Zoé, ça devait être du 811. Et aujourd'hui, on va être dans du 90505. Voilà. Donc il y a de moins en moins de cobalt, toujours beaucoup de nickel. Et donc c'est la technologie majeure. Par contre, effectivement, on a dans les roadmaps et dans les discussions qu'on a avec nos clients qui veulent démocratiser le véhicule électrique, et Renault, Stellantis, BMW sont tous sur une roadmap d'avoir un catalogue 100% électrique. Renault, c'est 100% électrique en 2030 ou 2033, et c'est demain. Donc il faut aussi adapter les chimies à des petits véhicules, par exemple. Donc on parle notamment du LFP, qui est une autre chimie qui a le désavantage par rapport au NMC d'être moins performante d'un point de vue densité énergétique. Par contre, moins cher, lithium phosphate, et qui avait une grande difficulté, c'est que la chaîne de valeur du matériau était assez compliquée à générer en Europe. Et c'est pour ça qu'Elon Musk a fait sa Tesla d'entrée de gamme en Chine, et que la première Tesla qui est vendue aujourd'hui, la Tesla Propulsion, c'est une Tesla qui est fabriquée à Shanghai, avec au départ des batteries LFP CATL, et puis maintenant des batteries LFP BYD. Mais par contre, et puis on a encore d'autres... avant d'envisager éventuellement une rupture technologique, comme il y a Prologium qui, lui, se positionne sur une rupture technologique. Donc qui dit rupture, c'est plus compliqué à pénétrer sur le marché. Mais on peut aussi, en termes de roadmap, imaginer qu'à côté du LFP, le sodium-ion, on a Tiamat qui a été présenté, le sodium-ion sera aussi une solution. Mes cousins de Northvolt, dont je parlais tout à l'heure, ont commencé à proposer des solutions de ce type. Et donc, il y a une flexibilité certaine sur les usines, même si quand on raisonne... tu montrais 1500 gigawattheures. Quand on a démarré Verkor en 2020, on expliquait qu'il y avait une différence entre l'offre et la demande de l'ordre de 140 à 200 gigawattheures. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est plus proche de 900 à 1 terawattheure. Donc Verkor avec ses 16 gigawattheures, ACC avec ses 13, bientôt plus, on ne sait pas grand-chose. Donc en fait, la flexibilité ne va pas forcément se poser. Le problème qu'on va avoir, et la question à laquelle on va être obligé de répondre, nous,
c'est que nous, on focalise toute l'équipe pour être au rendez-vous en 2025. On n'a pas le droit de se louper. Il faut être au rendez-vous de Renault, enfin d'Alpine. Mais il va falloir qu'avant, on prenne la décision d'en faire une deuxième ou une troisième quand on voit le volume et les clients. Donc il y a quand même une certaine flexibilité, notamment si vous ne changez pas de format. C'est-à-dire que la partie électrode, c'est elle qui prend beaucoup de place. Donc là, quand vous êtes sur une chimie donnée, vous ne pouvez pas changer d'une chimie à l'autre du matin pour le lendemain, sachant qu'en plus, ce sont des usines qui fonctionnent 365 jours sur 365, 24 heures 24. Par contre, dans le layout et la conception de l'usine, nous, on a fait en sorte de pouvoir éventuellement rajouter une quatrième ligne, par exemple. Ces quatrièmes lignes pourraient être sur une autre chimie, ou une quatrième ligne sur la partie formation. Là, on peut aussi, en conservant la même chimie, nous, on va adresser d'autres formats. C'est-à-dire qu'on a le format pochette dont je vous ai parlé au début, mais à Grenoble, sur notre centre d'innovation, Verkor sait faire le format cylindrique, on sait faire le format prismatique. En format cylindrique, on fait des plus gros. Donc, Tesla a démarré pour son Cybertruck avec Panasonic des piles qui font 46-80. Je vous parlais de 21-70 tout à l'heure, donc 46 de diamètre, 80 de haut. Bon, nous, juste pour dire qu'on va faire plus grand, on va faire du 46-95, mais non, c'est des specs de clients. Donc, on peut imaginer dans la flexibilité conserver la même partie sur la partie coating, par exemple sur la partie chimie, et puis par contre changer les équipements pour la partie assemblage. Ce qu'on imagine, nous, compte tenu du fait qu'on démarre d'une page blanche avec une première usine, c'est que cette nouvelle chimie, elle sera peut-être dans la deuxième ou dans la troisième, dans les usines qu'on va faire en plus. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'usine de Dunkerque, 75% de la production a déjà été réservée par Renault. Donc l'usine n'est pas encore opérationnelle, qu'on a vendu 3/4 de la production pour une très très longue période. Donc le problème de la flexibilité, on ne va pas le voir nous dans les 5 ans qui viennent, on va être plutôt obligé de faire sans doute une usine sur une technologie, une autre usine sur une autre chimie éventuelle pour un autre client. Mais par contre, ce sont des usines qui n'ont pas la flexibilité qu'on pourrait avoir dans d'autres industries, parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on a vu le bâtiment, le clos couvert, là, immense. À l'intérieur, on fait des boîtes à l'intérieur des boîtes. C'est-à-dire que la technologie batterie est très propre et on est dans des environnements qui ressemblent à mes amis de ST Microelectronics. C'est qu'on a des salles propres, qui sont les salles anides. En fait, c'est encore pire que les salles de Grenoble. C'est des salles, non seulement c'est des salles blanches, mais c'est des salles étanches, parce que les batteries, les matériaux, pour une partie du procédé, presque 60%, ne supportent pas ni les particules entre deux électrodes, on sait ce que ça devient, et l'humidité. Donc les opérateurs et techniciens qui vont travailler dans ces environnements, d'ailleurs, vont devoir quitter la salle toutes les 3 heures pour se réhydrater, parce qu'on est à des températures, des points de rosée de moins 40 ou de moins 30, donc c'est hyper sec. Donc cette configuration de salle étanche ne permet pas néanmoins, pour être tout à fait transparent, de se dire on a aujourd'hui un équipement qui fait du format Potch et puis dans 15 jours, on passera à un autre équipement. Mais par contre, on l'a prévu, nous, dans le layout pour pouvoir anticiper des évolutions de production ou de clients qui nous demandent des choses, quelquefois avec des délais très très courts. Je ne sais pas si ma question est dans le sujet ou hors sujet, mais enfin, avec les batteries, il doit y avoir une électronique de puissance qui est avec. Est-ce que vous en chargez l'interface? Comment se fait l'interface entre ce que vous faites et l'électronique? Non, c'est évidemment pas dans le métier de Verkor, puisque nous, on fait la cellule et le module. Par contre, et d'où la relation stratégique qu'on peut avoir avec des partenaires comme Renault, c'est que comme nous, on connaît parfaitement la chimie de la cellule, on a un modèle qui est très, très, très pointu. Et évidemment, dans le calcul complet et dans la gestion complète, c'est un plus énorme pour Renault d'accéder à ce modèle numérique des batteries. Mais par contre, effectivement, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, quelqu'un qui connaît bien le sujet à Grenoble, mais ST Microelectronics, par exemple, a un énorme marché avec Tesla et vient d'annoncer d'ailleurs un super partenaire, un super contrat en Asie.
sur leurs technologies carbure de silicium, qui sont des technologies d'électronique de puissance, notamment pour les charges rapides. Donc il y a un lien, effectivement. Et d'ailleurs, il y a des liens, il y a des synergies avec le monde du semi-conducteur, hein. C'est très capitalistique. On a des usines qui sont assez importantes. Je ne l'ai pas dit, mais Verkor, pour sa première usine, on a sécurisé depuis le départ 3 milliards d'euros. Donc c'est des gros projets. Non, c'est Renault. Le pack batterie, ça reste vraiment dans la chasse gardée des constructeurs automobiles. Renault fait son pack batterie, BMW fait son pack batterie. On a cette notion de BMS, qu'on appelle BMS, le Battery Management System. Donc tout le logiciel de gestion, c'est vraiment dans la compétence du fabricant de véhicules, parce que c'est ça qui interagit avec la batterie, qui donne les régulations pour la charge. Tesla, par exemple, quand vous programmez votre voyage, suivant la température, la vitesse à laquelle vous avez roulé, etc., la voiture va mettre en température la batterie 5 minutes, voire 45 minutes avant que vous arriviez au superchargeur pour charger à la bonne température pour recevoir la centaine d'ampères que la batterie va recevoir. Donc toute cette compétence-là, il la garde en interne. On a d'autres partenaires comme Plasticomium, où on développe nos propres modules, parce que là, on développe le module en coopération avec Renault, mais c'est des compétences qu'on va travailler en coopération. Pour l'instant, pas en interne Verkor. J'avais une question, du coup, plutôt si vous pouviez nous partager ce que vous en pensez, mais dans un article récent du Monde, il y avait un sondage, ça relayait un sondage qui moi, m'avait un peu interloqué, qui parlait de la vision de la Gigafactory par rapport au territoire et par rapport à ce qu'en pensaient les gens, en fait. Et donc, d'un point de vue national, on se dit la Gigafactory, super, de la souveraineté, voilà, beaucoup de bonnes choses. Et d'un point de vue beaucoup plus local, en fait, les gens disaient que, en fait, très peu de gens voyaient ça de manière positive, d'avoir une Gigafactory près de chez eux. Alors bien sûr, dans ce genre de sondage, près de chez eux, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais voilà. Est-ce que vous avez ressenti un peu ce genre d'idée ? Moi, je peux vous en parler parce que, alors moi, je suis pas quelqu'un du territoire, même si je suis dunkerquois maintenant, mais c'est pas un territoire que je connaissais. J'étais à Grenoble avant, et j'ai aussi piloté cette obligation, mais qui n'en est pas une, parce que c'est très intéressant. Ça permet de rencontrer les gens. Cette concertation nationale du débat public. Donc on a fait plus de 14 réunions en mairie, sur la plage de Malo-les-Bains, dans le centre commercial d'Auchan, etc. Et on a rencontré les gens et l'objectif c'était de communiquer, de leur expliquer, de manière à ce qu'ils puissent poser les questions. Alors c'est sans doute aussi une des caractéristiques du territoire dunkerquois, c'est un territoire d'industrie. Verkor, le site de Verkor, c'est un site Céveso type O. Donc, si vous arrivez en Ardèche en disant que vous faites un site Céveso type O, vous n'avez peut-être pas la même réaction que quand vous arrivez à Dunkerque et en fait, vous êtes que le 24e. Parce qu'il y a déjà 23 sites Céveso type O. Donc effectivement, par contre, on avait des questions intéressantes parce que l'industrie vue à Dunkerque, ce n'était pas forcément ce qu'on apportait nous. Je me souviens d'un monsieur adorable de 75 ans qui m'a demandé, mais Monsieur Pénaud, est-ce que j'aurais du nickel dans mon jardin ? C'était une question qui pouvait être tout à fait pertinente, parce que je pense que son père ou son grand-père ont dû nettoyer régulièrement leur table à l'extérieur en ayant des produits, effectivement, de la sidérurgie et de l'ancienne industrie, entre guillemets, quoi. Donc on a eu beaucoup de questions de ce type, mais pour le coup, nous, on a été très, très bien accueillis. Enfin, on a travaillé beaucoup sur le territoire. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de bosser. Moi, dans ces concertations-là, j'ai dû embaucher 5 personnes à Grenoble, parce qu'en fait, ces gens venaient me voir le soir après, ça finissait à 21h. Ils disaient, mais je veux absolument travailler chez Verkor. Je dis, mais oui, on est en concertation, on n'embauche pas encore à Dunkerque. C'est pas grave, moi je veux. Et j'en ai 5 qui sont partis à Grenoble, qu'on a embauchés à Grenoble, qui ont passé... mais ils sont encore à Grenoble, mais il y en a 2 là qui vont revenir après avoir passé 14 mois. Donc pour le coup, on a eu plutôt de bons retours. Et puis on a éduqué, on a discuté aussi avec des associations de biodiversité, des associations qui n'avaient pas forcément non plus les bonnes références.
Mais bon, ça s'est plutôt bien passé pour nous, en tout cas. Ce que je peux juste ajouter sur ce sujet de l'acceptabilité que vous soulevez, c'est qu'effectivement, mais Sylvain l'a dit, dans les Hauts-de-France, les gens savent ce qu'est l'industrie. Et donc, il y a plutôt moins de questions que dans d'autres villes ou dans d'autres territoires où c'est moins leur ADN. Ça, c'était un premier sujet. Ensuite, si on regarde spécifiquement le sujet des gigafactories, finalement, on a des phénomènes de nuisance attendus qui sont bien moindres que ce qu'on peut avoir dans d'autres. Si on prend un autre, et les informations que je vais donner là, elles sont en fait publiques, donc je ne dis rien de confidentiel, une entreprise qui n'est pas très très loin de Vercors, qui s'appelle Clarbout. Clarbout, ce sont des Belges qui vont faire des frites. Je peux vous assurer que là, il y a eu des sacrés recours qui ont été au final éteints, qui ont été traités. Mais il y a eu des recours. Il y a eu des recours notamment sur la consommation d'eau. Et donc là, oui, il peut y en avoir. Et sur l'odeur, on a un autre sujet, pareil, c'est dans la presse, c'est Rockwool, groupe qui fait de la laine de roche à Soissons. Ils sont encore, ça fait 4 ans, ils sont empêtrés dans des sujets de ce type. Mais là, c'est des questions de santé publique. En revanche, c'est vrai que sur les gigafactories, vous avez eu la réponse de Sylvain pour Vercors, mais je peux vous dire que sur les autres, qui sont passés par les mêmes fourches codines, que ce soit Envision ou ACC, il n'y a pas eu de difficulté, que ce soit dans la CNDP et dans les enquêtes successives. Vous avez parlé de flexibilité dans les gigafactories et je me suis demandé, comme par ailleurs vous aviez parlé de bouillon de culture, soit à Grenoble, soit dans le Nord, je me suis demandé s'il y avait de la flexibilité aussi dans les métiers. C'est-à-dire que comme il y a plusieurs technologies et on ne sait pas laquelle va s'imposer davantage que l'autre, est-ce qu'un ingénieur ou un technicien qui a été formé à NMC ou à lithium-ion peut se convertir à semi-solide ou à tout solide facilement, ou bien est-ce que c'est très compliqué? Non, le challenge, c'est déjà d'accompagner et de transformer les opérateurs techniciens de l'industrie du territoire, par exemple, vers l'industrie de la batterie. Donc, c'est déjà ce gap-là à faire. Après, entre NMC et LFP, il n'y a pas de grande différence. Mais pour donner des exemples sur des opérateurs, on a embauché un opérateur à Grenoble. C'est un ancien pâtissier. C'est super, un pâtissier pour la première partie du process. Il connaît, il maîtrise au gramme près, il sait ce que c'est qu'un mélange, c'est parfait. Donc il y a toute une partie, et d'ailleurs on utilise des technologies, des techniques d'embauche qui ont été développées par le Pôle emploi Bretagne, d'ailleurs je crois tout au début, des techniques de MRS, donc de recrutement par simulation. C'est-à-dire qu'on se fiche complètement des écoles qu'ils ont pu faire, etc. C'est un tas de cas pratiques qui permet de tester en fait les compétences cognitives de la personne et ensuite de la former. On a fait, avec l'école de la batterie grenobloise, on a fait 2 premières sessions de 2 x 13. On a embauché les 26 et on en a 23 qui sont restés sur 26 pour les opérateurs jeunes, catégorie d'âge qui ont un peu du mal quelquefois avec l'emploi. C'est plutôt un succès. Donc non, il n'y a pas de problème. Notre vrai challenge, c'est maintenant, j'embauche 300 personnes à Dunkerque cette année, sans doute 600 l'année prochaine. Et donc on a dans des secteurs qui sont très chauds, comme les techniciens de maintenance, beaucoup de gens qui viennent du territoire industriel autour. Hein. Et on a ArcelorMittal, Aluminium Dunkerque, AstraZeneca et j'en passe. Donc il y a déjà une base qui est importante. Et après, on les forme sur la spécificité du métier. Mais une fois qu'ils ont... D'ailleurs, c'est notre point de vigilance. Il y a des avantages et des inconvénients quelquefois à être les premiers. C'est que nous, on va embaucher les premiers et après, il va falloir qu'on les retienne. Donc, c'est la rétention qui va être le challenge de Vercors dans quelques années. Vous avez mentionné que vous seriez classé Seveso niveau eau. Est-ce que c'est à cause de gaz, des quantités de gaz, de solvants? Qu'est-ce qui fait? Non, justement, nous, contrairement aux frites surgelées, on ne dégage pas d'huile et on ne dégage pas d'odeur. Mais en fait, c'est uniquement à cause du stockage. C'est-à-dire qu'on a des stockages de matériaux, notamment
NMC, qui font qu'on dépasse les secteurs et les volumes. Donc c'est essentiellement au niveau du stockage. Et puis sur la partie très vigilante où on a travaillé depuis le début avec le SDIS, avec les pompiers, c'est toute la dernière partie de la fabrication des batteries, ce qu'on appelle la partie formation, puisque c'est à ce moment-là qu'on éduque les batteries et qu'elles deviennent batteries, qu'on lance le processus électrochimique. Et si vous avez des courts-circuits, c'est là où vous pouvez avoir un emballement et éventuellement un feu. Mais donc là, il y a pas mal de précautions, à la fois sur la conception de l'usine et sur toutes les précautions pour pouvoir éviter ces incidents-là. Il y a plein de portes coupe-feu, on n'éteint pas un feu de batterie, on refroidit. Donc on a des robots automatiques qui, si jamais il y a un emballement dans la zone du rack, le robot vient prendre le rack, le ferme et va le plonger dans un bac d'eau. Oui, j'ai une question au sujet de la formation. Est-ce que les scores PISA de la France ne sont pas assez défavorables pour vendre justement la qualité de la main-d'œuvre? Oui, vous avez raison, on pourrait se poser la question, mais en fait, étonnamment, non. Parce que, en fait, ce que regarde les scores PISA, en réalité, ça mesure le niveau des collégiens ou des écoliers. Et en fait, quand on discute avec une entreprise, ce qu'elle va regarder, c'est la main-d'œuvre, c'est les gens qui sont sur le marché de l'emploi. Et donc, ces problèmes qu'on a aujourd'hui de formation n'ont pas encore atteint la productivité et la réputation de la main-d'œuvre française. Honnêtement, je suis dans une école d'ingénieurs d'excellence, mais je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, mais vous le savez sans doute, les ingénieurs français, moi je voyage énormément, les ingénieurs français ont une excellente réputation, absolument excellente, dans le monde entier. Et je pense que ça pèse plus que PISA, et également le fait qu'il y a des ingénieurs français qui travaillent dans le monde entier, justement. Et donc les entreprises connaissent la qualité de nos ingénieurs. Moi, je suis frappé de voir régulièrement, j'étais en Australie au mois de juillet dernier, aller rencontrer des groupes australiens. Il y avait des Français, des Français qui ont fait leurs études en France. Après, j'aimerais bien qu'ils reviennent un jour, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont là-bas. Ce qu'ils reviendront ou pas, c'est un autre débat, mais en tout cas, ils sont là-bas. Et je peux vous dire qu'ils font un tabac. Les entreprises se les arrachent. Donc aujourd'hui, PISA, ce n'est pas encore le sujet. Voilà. Je comprends. Ouais. Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu ce retour-là. Les entreprises, en tout cas celles avec lesquelles on discute, sont très contentes de la main-d'œuvre qu'ils trouvent en France. Et dernière chose par rapport à ça, il n'y a pas longtemps, on a eu un groupe américain qui nous a dit ouais, mais la France, vous êtes un pays communiste, c'est compliqué. Je vous assure, hein, c'est authentique. Hein. Parce que la personne qui était membre du COMEX avait travaillé en France dans les années 80, elle avait gardé un souvenir de la France d'un pays très rigide. Bon, alors, j'aurais pu m'épuiser à lui dire que ce n'était pas vrai, qu'il y avait les ordonnances Macron, qu'il s'était passé plein de choses, mais je lui dis non, écoutez, vous avez le droit de le penser, maintenant ce qu'on va faire, on va vous mettre en relation, donc c'était un groupe industriel américain, d'accord ? On va vous mettre en relation avec Procter & Gamble. Ils ont une usine de 1200 personnes à Amiens. Donc, on va vous donner les coordonnées, vous allez les appeler, on va les prévenir. On sait que Procter, ils adorent la France. Et donc, on savait qu'ils seraient positifs. Et voilà, vous allez leur parler et ils vont vous dire comment ça se passe et la qualité de la main-d'œuvre en France. Et Procter, ils ont fait le job. Ils ont dit oui, il n'y a aucun sujet. Moi, j'ai deux petites questions. La première question porte sur la fameuse Chine. Est-ce que vous savez si les Chinois développent des batteries du même type que celles que vous développez chez Verkor? Ça, c'est une première question. Alors, je rappelle qu'en Chine, le coût de la main-d'œuvre, c'est 5 fois inférieur au coût de la main-d'œuvre en France. Quand je dis 5 fois, c'est même peut-être 10 fois. Je ne sais pas le chiffre exact. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question porte sur lorsque vous aurez développé, commercialisé vos batteries, est-ce qu'elles peuvent être adaptées facilement à d'autres véhicules que l'Alpine, par exemple chez Stellantis
ou chez Volkswagen, chez les autres. Alors, humblement, ce n'est pas les cellules chinoises, les cellules ont démarré avant Verkor. Nous, on arrive après. Donc, forcément, vous prenez le top 10 aujourd'hui des fabricants de batteries. Le premier, qu'on connaît bien parce que j'ai été chez Schneider à Grenoble et on travaillait avec eux en Chine, c'est CATL. Et Robin, le PDG de CATL, il a créé CATL il y a 15 ans et aujourd'hui, il a 37% du marché mondial. Le deuxième, c'est LG, Panasonic, etc. Donc en fait, la Corée, le Japon et la Chine sont bien en avance, ont 15 ans d'avance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont tiré avec eux un écosystème aussi de partenaires qui fabriquent les équipements. Samsung, SK a tiré avec eux, notamment en Corée surtout et en Chine, des constructeurs. Et donc eux font aussi du NMC, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que c'est la même technologie. Alors après, il y a des petits secrets de cuisine. Moi, mon patron de produit a travaillé pour Renault, d'ailleurs, il y a longtemps, quand Renault a commencé à faire de la Zoé avec des batteries qui étaient fabriquées par LG. Et il a passé des mois et des mois pour résoudre des problèmes techno chez LG. Donc en fait, il y a toute une connaissance et un savoir-faire aussi derrière. Mais sur le principe de la technologie lithium-ion, c'est très très voisin. Après, ce qu'on arrive à faire, par exemple, là, c'est qu'on a une conception du produit, et notamment avec une itération digitale, une espèce de modèle numérique de la cellule, qui fait qu'on arrive à avoir des performances de batterie qui vont être au top mondial. Je pense qu'on va se rapprocher, voire dépasser la cellule de la Porsche Taycan, qui est la cellule la plus performante aujourd'hui. Donc c'est après vraiment un savoir-faire sur la conception, sur le choix des matériaux. On a passé en revue tous les matériaux du monde, entre guillemets, et si XTC, leader chinois des matériaux CAM, est à Dunkerque, parce qu'on les a sélectionnés aussi, et parce qu'aussi tous les fournisseurs de Verkor, s'ils veulent être fournisseurs de Verkor, doivent avoir une solution en Europe d'ici fin 2026. Donc certains ont déjà une usine en Europe. Donc là, on envoie nos équipes pour faire des audits sur la façon dont de façon éthique, le développement durable, etc. Et puis quand ils n'ont pas d'usine, on essaye de s'organiser. On discute avec NFI, par exemple, et on arrive à faire atterrir le partenaire, en l'occurrence XTC avec Orano, à 4 km de notre site. La deuxième question, c'était si on pouvait travailler sur l'adaptabilité. Alors en fait, les constructeurs automobiles travaillent sur le principe de plateforme. Et c'est ça qui permet d'ailleurs à Verkor, en ayant été validé par Renault sur une plateforme, on va faire l'Alpine, mais je vous dirai un deuxième véhicule, parce que j'ai le droit de le dire maintenant. Et Renault a 2 plateformes. Pour l'instant, ils ont une petite plateforme, pour faire simple. C'est la plateforme qui est donc réalisée à Douai avec les batteries d'Envision pour le marché d'entrée de gamme, entre guillemets, enfin petit véhicule, on va dire. Donc c'est des autonomies qui vont aller de 40 à 52 kWh, on n'a pas besoin de plus. Pour la R5, premier véhicule qui sort cette année, la Renault 4, la Nissan Micra, enfin ce type de petits véhicules. Et donc ça, c'est Envision qui est un accord commercial. Et puis il y a une deuxième plateforme où là, on va faire l'Alpine et on va faire d'autres modèles Renault sur la même plateforme. C'est-à-dire qu'on a physiquement, la plateforme est figée d'un point de vue mécanique. Donc la cellule, les dimensions sont les dimensions qu'on réalise. Et après, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que la batterie haute performance qu'on fait pour l'Alpine, on va dégrader les performances pour faire un autre modèle qui n'aura pas besoin d'un 0 à 100 en 3 secondes, etc. Et la troisième plateforme dont je peux parler, c'est que à la fin, la concurrence au niveau des sites, c'était Dunkerque et Le Havre, enfin Sandouville, puisque Renault avait un site industriel à Sandouville. Et moi, je ne voulais pas aller à Sandouville, mais eux voulaient y aller. Donc, on a réussi le bras de fer et on a gagné pour aller à Dunkerque. Et ils sont ravis aujourd'hui. À Sandouville, Renault fabrique les utilitaires. Et il y a un mois et demi maintenant, c'est paru dans la presse. Donc, Renault a créé une société qui s'appelle Flexis, qui est une joint venture avec Renault, Volvo Truck et CMA CGM pour rénover complètement la gamme du dernier kilomètre.
On parle beaucoup de la gestion du dernier kilomètre, puisqu'on a ces zones ZFE aussi qui se développent dans les villes. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour la logistique du dernier kilomètre. Et donc, ça, c'est une plateforme qui s'appelle FlexIvan, et sur lequel donc, les batteries seront des batteries Verkor. Et sur cette plateforme FlexIvan, vous allez avoir le nouveau Trafic, le nouveau Master, le nouveau Super Kangoo, etc. Et ça, c'est assemblé à Sandouville. Donc, en fait, Sandouville va quand même recevoir des produits Verkor. Par contre, la flexibilité, il n'y a pas de standard purement. Il y a des standards en termes de format, pouch, cylindrique, prismatique, mais la flexibilité pour dire je vais faire un cylindrique pour Volkswagen par exemple, et ensuite je vais le vendre aussi à BMW, ça pour l'instant on n'est pas encore à ce niveau de standard parce que chaque constructeur intègre la cellule dans la conception de son véhicule. Alors le pire c'est Tesla, parce que Tesla, le pack batterie fait partie de la rigidité du véhicule. Donc on n'en est pas encore à ce niveau de standardisation. Et ça pose d'ailleurs des questions sur la réparabilité éventuelle. J'ai fait un webinaire il n'y a pas longtemps avec la holding qui détient Noroto, Midas, etc., où ils se posent forcément des questions sur leur futur métier, de la réparabilité. Pour que ce soit réparable, il faut le faire un peu, il faut y penser à la conception, et ça devient un peu compliqué. Oui, j'ai une toute petite question pour M. Pitolet là, sur votre agence. Dans une de présentations, il y avait les services sur mesure et il y avait marqué payant. Vous faites payer ces services ou c'est financé sur les fonds propres? Et le cas échéant, comment vous comparez aux autres agences d'investissement régionales? Alors, effectivement, j'ai oublié de donner ce point qui est crucial, je ne l'ai pas indiqué. C'est que les services de NFI sont confidentiels, évidemment, mais ils sont gratuits. À part, il y a une petite exception. Ils sont gratuits. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans le monde entier. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Angleterre, vous allez aux Pays-Bas, qui sont les premiers à avoir des modèles marchands, et ben c'est pareil, c'est gratuit. C'est un usage dans le monde entier. On ne fait pas venir des investisseurs en leur disant à la fin, il va falloir me payer. C'est pour ça que le budget de Nord France Invest est pris en charge à 90% par la région Hauts-de-France, 10% par la Chambre de commerce, parce que les services, moi j'ai une équipe, on est 27 en tout, j'ai l'essentiel de mes collaborateurs, à part 2 qui viennent du secteur privé, parce que comme ça ils ont le mindset, enfin je veux dire, ils pensent comme une entreprise parce qu'ils ont travaillé en entreprise, et je ne peux pas avoir ces gens-là si je les paye au salaire d'un fonctionnaire. Ce n'est pas tout à fait les mêmes salaires, je dois m'aligner sur le privé. En tout cas, j'essaye. Et donc on a ce budget qui est pris en charge par la région et la CCI, et nos services sont gratuits. Sauf, effectivement, il y avait une petite exception, c'est ce service de recherche de repreneurs, de premiers collaborateurs. On travaille avec un cabinet, et en fait, j'ai un contrat. Ce cabinet, évidemment, travaille pas gratuitement. Il se fait rémunérer. Donc, s'ils trouvent la bonne personne, ils ont des honoraires de succès. Voilà. Donc, c'est pour ça que le service est payant, parce qu'il n'est pas délivré par NFI. Parce que le métier de chasseur de tête, c'est un métier à part. Et ça, nous, on ne sait pas faire. Donc, on sous-traite. Mais le modèle, sinon, c'est un modèle qui est purement gratuit. On dit aux entreprises, le seul paiement qu'on vous demandera, c'est si vous êtes content de nos services, c'est d'accepter de faire des témoignages, c'est d'accepter de dire du bien de nous et de nous ramener d'autres entreprises pour investir. Vector est orienté essentiellement vers le marché automobile, si j'ai bien compris. Est-ce que vous êtes sollicité, par exemple, par des fournisseurs d'électricité pour du stockage d'électricité? Très bonne question. La cellule peut oui, effectivement. J'ai parlé essentiellement du marché du véhicule électrique parce qu'effectivement, pour nous, c'était le marché qui allait nous permettre de convaincre les investisseurs, les banquiers pour lever l'argent de poche dont on avait besoin pour faire le mastodonte, là. Et en termes de véhicules et de quantité de véhicules et de marché, c'était la seule solution. Par contre, effectivement, le stockage stationnaire fait partie aussi du marché de Verkor. On a signé, alors c'est pas encore public, mais on a signé 2 accords avec un Américain et un Français pour ce marché-là. Et on a aussi des marchés de la batterie industrielle qui est en train de pivoter vers ces technologies lithium-ion. Mais le marché stationnaire, c'est un vrai marché. Alors, par contre, ça peut nous emmener à aller un peu plus loin que la cellule et le module, parce que les acteurs veulent en fait une baie complète. Donc, en termes de volume, c'est moins important, sauf que la batterie, au lieu de faire 100 kWh, à peu près, c'est le max qu'on va faire dans un véhicule.
Là, on va parler en mégawattheures, mais ça fait partie effectivement des marchés sur lesquels on travaille, et on travaille notamment avec un Américain, qui fait qu'on aura forcément aussi des activités dans différents pays plus tard, en fonction du client. Non, je vous dirais des bêtises. C'est encore des petits volumes. Par contre, on vend un peu plus cher parce que vous connaissez le marché automobile. Comme je dis souvent, aujourd'hui, on a en face de nous Luca De Meo, le PDG d'Ampère et de Renault, le patron de la stratégie, le patron de la technologie. On s'est mis d'accord sur les prix, évidemment, parce qu'ils sont engagés quand même sur 12 gigawattheures sur les 16. Mais plus le temps passe, plus la technologie va devenir importante chez ces acteurs-là. Et ce qui peut d'ailleurs être une petite difficulté, d'ailleurs, j'en ai parlé avec Gilles Normand il n'y a pas longtemps, le patron de Prologium, c'est que quand il va arriver, lui, à maturité, plutôt en 2027 ou 2028, je ne sais pas exactement, en face, nous, on va être en face de la directrice ou le directeur des achats, parce qu'on sera à des volumes tellement importants que là, après, ce sera vraiment de la fourniture, la réduction de prix d'une année sur l'autre, parce qu'on sera à des volumes énormes. Renault, je n'ai pas les chiffres exacts, mais rien que Renault, ça doit être 500 gigawattheures le besoin par an. J'ai une question sur la hiérarchisation des projets. Donc, M. Pitolet a donné l'exemple sur RTE qui avait priorisé un certain projet à un moment. Et donc, aujourd'hui, on a un commissariat normalement encore au plan. Et donc, quels sont les acteurs et effectivement les institutions en réalité qui pèsent sur cette priorisation? Commissariat au plan, je pense qu'ils font d'autres choses. Ils ne sont pas sur nos radars. En revanche, oui, la DGE. La DGE, beaucoup. Donc, Direction Générale des Entreprises est évidemment très présente. Et notamment, enfin, nous, quand on rentre un projet, que ce soit dans le secteur de la batterie, mais ça peut être aussi le cas dans l'hydrogène ou dans des secteurs très techniques, où on a vraiment besoin de créer des filières et des écosystèmes, notre premier réflexe, même si on est autonome, hein, vous avez bien compris, on dépend de la région, donc on ne dépend pas de l'État, mais notre premier réflexe, en tout cas un de nos premiers réflexes, c'est de dire à la DGE, voilà, que pensez-vous de ce projet? Est-ce qu'il présente un intérêt d'un point de vue en termes de maturité technologique et dans son intégration dans l'écosystème français, et aussi en termes de souveraineté. Donc, c'est à la DGE qu'on s'adresse et on leur pose cette question-là. Mais c'est un vrai sujet. Et la question, d'ailleurs, elle se pose aussi vis-à-vis des territoires qui maîtrisent le foncier. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a une raréfaction des fonciers, surtout clés en main. Et on a, nous, des sujets, on en parlait tout à l'heure en aparté, où on a des entreprises, on ne sait pas leur répondre parce qu'il y a des territoires qui nous disent il me reste un terrain de 50 hectares, mais je le garde pour tel type de projet. Et donc, ils priorisent. Donc, ils ont leurs propres objectifs. Okay. Justement, sur le foncier, à quel point les collectivités doivent anticiper, typiquement, je pense à RTE d'un côté, mais aussi sur les logements. Quand on voit une gigafactory qui peut aller facilement jusqu'à 1000, 2000, 3000 employés, c'est forcément un cœur d'activité, un pôle d'emploi qui n'avait pas forcément lieu d'être auparavant dans une collectivité. Alors, en plus, ça présente un risque pour une collectivité. Si l'usine finalement décide de ne pas s'installer ici, j'ai fait les investissements pour pouvoir permettre à 3000 personnes de s'installer. C'est un vrai sujet. Alors, je fais une comparaison un petit peu caricaturale, mais parce que c'est moi qui ai aussi fait le choix du site du centre d'innovation à Grenoble. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on est vraiment sur deux situations complètement différentes. On a choisi à Grenoble un site que je connais bien, qui était un site historique, un site de Merlin-Gérin, où Merlin-Gérin et Paul Louis a créé le premier disjoncteur en 1939. Ils étaient 28. Maintenant, Schneider, c'est 150 000 personnes, donc je ne sais pas si on aura la même trajectoire. Par contre, au cœur de ville, presque, une école maternelle à 300 mètres, une friche industrielle, destruction, reconstruction. Donc ça nous a coûté plus cher que ce qu'on avait imaginé au départ. Par contre,
un accès facile, la gare à 10 minutes, la circulation vélo, beaucoup de logements, ce qui fait qu'on a aujourd'hui, on est plus de 500, on a passé la barre des 500 personnes à Grenoble, avec des gens qui viennent du monde entier, 40 nationalités, et ça se passe très bien, cette intégration se passe très bien. Par contre, je ne vous raconte pas, la construction a été compliquée. Dès qu'on avait un convoi exceptionnel qui avait un équipement, il fallait que j'appelais le maire de Grenoble ou le sous-préfet ou le patron des bus grenoblois pour leur dire qu'il va falloir détourner les bus parce qu'on va bloquer la rue. C'est compliqué. À Dunkerque, à Bourbourg exactement, c'est sur un site qui appartient au port de Dunkerque. Donc là, je n'ai pas de problème de voisinage, à part les frites. J'ai énormément de terrain. Le chantier, on commence à se rendre compte, nous, de la taille du chantier quand on imagine qu'aujourd'hui, j'ai 150 toupies de béton par jour et que je les vois à peine. 150 toupies à Grenoble, c'est la catastrophe. Par contre, je suis au milieu de nulle part. C'est une zone de grande industrie, enfin, ça s'appelle zone de grande industrie, qui a été créée par le port et la communauté urbaine de Dunkerque pour accueillir une industrie. Mais effectivement, compte tenu des prérogatives de chaque entité, ce n'est pas forcément la prérogative du port de s'occuper de l'urbanisme et de l'organisation, de la mobilité, etc. Donc du coup, toujours pareil, quoi. Il y a des avantages et des inconvénients avec le premier. On travaille beaucoup avec la communauté urbaine de Dunkerque. Dernier exemple, je travaille avec eux depuis des mois. Parce que Patrice Verguit, qui est le président de la communauté urbaine de Dunkerque, mais aussi le ministre des Transports en ce moment, a une stratégie dite du zéro parking pour les zones industrielles à Dunkerque. Sur le principe, ça s'entend parce qu'on parle de 25 000, 30 000 emplois, 32 milliards d'euros d'investissement dans les 8 ans qui viennent sur le Dunkerquois. Je pense que même les Dunkerquois n'ont pas encore compris ce qui allait se passer. Donc si on laisse tout le monde venir avec sa voiture dans ces zones industrielles, je m'excuse, bon, ça va être presque de Grenoble, la difficulté d'accès de Grenoble, donc que je connais bien. Donc forcément, on ne peut pas rester dans cette situation-là. Donc sa stratégie, il a mis en place, c'est la première ville en France qui a mis les transports publics gratuits à Dunkerque depuis 6 ans, et ça marche très très bien. Et donc du coup, on travaille en commun pour faire ça, et on va mettre en place une première ligne rapide qui va délivrer, qui va partir de la gare de Dunkerque vers cette zone qui est plus à l'ouest pour pouvoir justement permettre aux gens de venir. Et puis en plus, on a une population qu'on embauche qui n'ont pas forcément de voiture, ça coûte cher. Et moi, j'ai en plus une catégorie de gens qui vont venir, des Malaisiens, des Coréens qui n'ont pas forcément de permis de conduire. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le point sur lequel j'ai beaucoup insisté. On a battu des records sur la partie administrative parce qu'à l'époque, on a travaillé avec un sous-préfet exceptionnel. Je cite son nom, Hervé Tourmente. Quand je suis arrivé, on a fait un travail en binôme incroyable. Ce qui fait que quand on a tout préparé, on n'était pas encore tout à fait prêt, nous, quand on a fait le choix. Et entre le moment où on a déposé tous les dossiers en décembre, on a eu l'autorisation préfectorale, l'autorisation environnementale au mois de juin, 6 mois. C'est du jamais vu. Ce qui m'a donné la possibilité d'être audité par les services de Roland Lescure, le ministère de l'Industrie. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est-à-dire que quand on prépare des terrains pour des industriels, il faut penser aussi à ce qu'il y a autour, le logement, la mobilité, le loisir, parce qu'il faut aussi offrir une attractivité pour les employés. Alors, je vous encourage à parler aux anciens, parce que moi j'ai fait mon stage ouvrier à Usinor Dunkerque. Ah. À l'époque, il y avait 12 000 ouvriers, et qui travaillaient en 3-8. Et il y avait une noria de bus qui allait chercher les gens aux 4 coins de la région et qui les ramenait aux 3 postes. Hein. Tout à fait. Ça marchait super bien. Hein. Oui, j'en ai parlé avec les anciens d'Arcelor de ce sujet-là. Et j'ai cherché d'ailleurs à savoir pourquoi ça s'était arrêté. J'ai quelques explications. On a poussé un peu à un moment donné le monde de la bagnole aussi. Hein. Donc voilà, ceci explique un peu cela. Ouais. Moi, j'avais une question encore sur le monde des matériaux et de la chaîne de valeur amont. Donc, j'imagine que ce n'est pas forcément des questions pour vous qui êtes plutôt en aval, plus pour XTC, etc. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de mettre des critères? Vous avez parlé de renouvelables, enfin
sustainability, tout ça. Est-ce que c'est possible de mettre des critères sur ces fournisseurs et d'être un peu regardant sur ce qu'ils font, ou pour l'instant ça l'est pas Si, non seulement c'est possible, et c'est ce qu'on a fait. Alors en plus, nous, dans une configuration où au départ on n'a pas d'argent, hein, par peu d'argent des fondateurs qu'on a mis en démarrant, mais évidemment pour intéresser, donc on a fait une levée de fonds qui est en fait la meilleure performance d'une entreprise française jamais connue, parce que quand l'ensemble de la French Tech marche bien, la French Tech lève 800 millions d'euros par an. Nous, on a levé 851 millions d'euros en une fois, en intéressant un investisseur australien, le plus gros fonds d'infrastructure, Macquarie. On a effectivement un support important national et régional, avec presque 650 millions d'euros de subventions, y compris la région et la communauté urbaine de Dunkerque. Et puis, une dette qu'on vient de signer à l'hôtel Matignon vendredi dernier, avec 19 banques, et on a sécurisé 1,3 milliard. Mais je peux vous dire que quand on fait ce type de levée de fonds et de dette, évidemment, les banques regardent de façon très, très, très pointue, avec leurs experts. On a mis 2 ans à faire le closing. Tous ces sujets-là. Ce qui fait que tous les fournisseurs de Verkor ont été audités en envoyant des gens là-bas. Et il y a des fournisseurs qui ont été écartés pour des raisons d'éthique aussi, pas seulement des raisons techniques. Et on est très, très suivi. Alors nous-mêmes, on a mis en place une équipe développement durable qui fait que ce travail-là. Pour aussi intégrer, quand on parle du faible CO2 de la batterie, ça prend en compte aussi l'empreinte carbone de nos fournisseurs. Donc oui, c'est un critère très important. Et puis sur les matériaux, effectivement, la géophysique est celle-là. Donc on va pas trouver de nickel sur le territoire métropolitain. On va en trouver en Nouvelle-Calédonie, mais par contre, on va avoir du lithium en France. Donc, mais c'est vrai que le sujet de l'XTC était vraiment stratégique, parce qu'il y a les matériaux, les minerais, mais 80-85% des raffineries de matériaux pour les batteries aujourd'hui sont en Chine. Donc si on ne maîtrise pas, si on n'est pas fait venir XTC, on aurait été quelque part dépendant de notre côté aussi. C'est sur cette réponse qu'on va clôturer la session de questions-réponses. Merci. Merci. On remercie M. Pitolet et M. Penneau pour leur partage de connaissances.